Jerry Sevel, Nano Langonius, Nae, Kere Longes, Be walking on. Jerry Sevel, Nano Lelingen, Sae, Nyungus Bombes. Ni machil mo ni mo on bes machil bes mondinol on bes on kang wes mondinol Jerry Berlin nanole ngen sai Engan long yes, he won't be young. Harry Morland, Nanole Bombes, Anage, Hilary Kelel, Ni Bomb Aliga. Oh, Bombes, Machel Bes. Mondinol, Bonbes, Munkangwes, Mondinol, Bonbes, Machelbes, Mondinol, Bonbes, Macobes, Mondinol. Liberté, liberté, belong rose, of a sovereign walata, libe, Anna, libe, somebody, a big belong, big covalova, Olamba Mativa. Olamba Mativa, Olamba Mativa, no, sorti me male, oh, lova, Olamba Mativa, Olamba Mativa, Olamba Mativa, King along, Time Maleva, lova. Olamba Mativa, Olamba Mativa, yeah. Olamba Mativa, yeah. Sorti me maleva lova. Olamba Mativa, oh. Olamba Mativa, oh. Olamba Mativa. Time my living. Blic, Blassie, je crois qu'on peut
une nouvelle fois l'applaudir pour ce joli moment de poésie qui réchauffe les cœurs. Merci beaucoup. On va pouvoir... Je vous en prie, installez-vous, je vais vous présenter dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Festival Atmosphère, que vous soyez ici avec nous dans la salle et également pour celles et ceux qui nous suivent via le live stream. Je précise qu'après ce joli moment de poésie, on va avoir donc un échange sur le sujet qui va nous animer, qui est le sujet de l'eau, vous l'avez compris. S'en suivra une session de questions-réponses. Vous allez pouvoir poser vos questions et également pour les personnes qui nous suivent en live stream, n'hésitez pas à adresser vos questions dans le chat tout au long de ce débat. Et on finira par une nouvelle chanson de Blic et merci infiniment pour ce cadeau. L'eau. Donc on va parler de l'eau aujourd'hui. L'eau qui est la première de nos ressources naturelles, l'eau qui est essentielle. Et c'est aussi la ressource naturelle qui est la plus menacée aujourd'hui par le dérèglement climatique. Elle est également altérée par les activités humaines, par les sécheresses et par la perturbation de ces cycles. Le sujet de l'eau, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il n'a pas du tout été abordé lors des dernières présidentielles, un peu au même titre plus largement des sujets climat et biodiversité. C'est vraiment l'été 2022 avec ces épisodes de sécheresse et tout ce qu'il en a suivi qui ont mis le sujet sur la table. Et c'est vrai, et je pense qu'Emma, tu peux en témoigner, que depuis, il y a presque pas un jour où on n'en parle pas dans les médias, du moins en France. Alors, à l'échelle de la France, justement, les sécheresses estivales et hivernales que connaît notre pays mettent de nombreuses régions sous tension hydrique. Et loin d'être exceptionnelle, cette situation va devenir notre quotidien. Il y a donc urgence à réinterroger les usages de l'eau, son partage, sa gestion, à déployer une nouvelle politique qui est en partie déjà à l'œuvre dans certains territoires en France, mais qui, vous l'avez compris, est essentielle à la garantie d'une terre habitable. Pour évoquer ce sujet de l'eau, j'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui 3 personnes exceptionnelles. Marie-Laure Vercambre, tu es directrice générale du partenariat français pour l'eau. Emma Aziza, tu es hydrologue et présidente fondatrice de Mayan. Et enfin, Blic, tu n'es pas là par hasard. Tu es chanteur, auteur, compositeur camerounais. Tu es engagé sur le terrain. Et aujourd'hui, au Festival Atmosphère, on a fait le choix de te laisser ouvrir cette séance parce que ton dernier album qui s'appelle Madiba est justement dédié à ce sujet de l'eau. La question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu as travaillé sur ce dernier album et plus globalement, comment est-ce que tu es ou as été sensibilisé sur ce sujet de la raréfaction de l'eau? En fait, je me retrouve à travailler sur la problématique de l'eau presque de manière évidente dans le sens où mon précédent album était consacré aux héros indépendantistes camerounais, notamment Ruben Omniobé et ses compères qui ont été tués le 13 septembre 1958 lors de la guerre de colonisation au Cameroun par l'armée française. Et donc en me posant les questions de savoir ce qui pouvait amener des vivants d'un espace à partir dans un autre, installer des systèmes de colonisation, d'impérialisme, je me suis rendu compte de manière certaine qu'à partir du moment où on sortait de la chaîne du vivant, où chacun est essentiel à la survie de la chaîne entière, alors s'installait le chaos. Et que toutes les différentes problématiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui proviennent du simple fait que nous avons décidé de sortir de notre rôle, celui de contributeur, pour faire vivre la chaîne du vivant. Et en parlant de l'eau, je parle tout simplement du vivant dans son entièreté, puisque l'eau est l'un des éléments vivants qu'on retrouve dans tous les vivants, quelle que soit leur forme, leur matière. C'est pour cela que j'ai décidé d'aborder la question de l'eau tout simplement pour aborder la question de la vie, puisque, comme je l'ai dit, l'eau est un élément qui est essentiel à la survie de chacun des vivants. Comment est-ce que, à ton niveau, tu es sensibilisé à ce sujet de l'eau, et notamment en Afrique? Mais déjà, en travaillant sur cet album, je me suis rendu compte aussi, en repartant dans mon village, à Mintaba, où j'ai grandi, je me suis rendu compte que les rivières où j'allais me baigner avec mes cousins sont devenues tout simplement des petits fils d'eau. Et je me posais la question, est-ce que c'est moi qui avais l'impression, quand j'étais gamin, de les voir en rivière, de rêver, est-ce que c'était des rêves? Mais finalement, je me suis rendu compte qu'effectivement, ces rivières, là, aujourd'hui, sont devenues des petits fils d'eau. Et tout cela m'a amené à poser la question de savoir quelle est notre action en tant qu'élément vivant, en tant qu'humain. Comment est-ce qu'on participe, nous, à pouvoir
sauvegarder cet élément essentiel qui est important à la survie de chacun de nous. Et moi, j'ai la chance, je trouve que j'ai la chance d'être artiste et donc avoir la possibilité de rentrer par effraction dans le cerveau et dans le cœur des humains pour pouvoir installer des prédispositions à la discussion, puisqu'il y a des sceptiques, il y a des gens qui pensent que toutes ces histoires-là, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Et parfois, peut-être, c'est la manière d'aborder ces questions, puisque lorsqu'on parle de ces questions ou on parle d'écologie, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un parti politique. L'écologie, en fait, c'est chacun de nous, qu'on le veuille ou non. Et comment on amène les gens à parler de cela? Parfois, peut-être, nous n'avons pas les bonnes manières. Et l'art, je pense, permet vraiment d'installer et d'imposer des prédispositions préalables à la discussion. Et c'est pour cela, je pense que, en tant qu'artiste, j'ai un rôle essentiel à jouer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé un collectif il n'y a pas longtemps que j'ai appelé Today Not Today, qui réunit donc des scientifiques, des détenteurs de savoirs ancestraux sur la question de l'environnement et les créateurs de différents arts pour réfléchir ensemble comment est-ce qu'on utilise la facilité que détiennent les artistes, les créateurs pour aller sensibiliser les nouvelles générations à la question de l'eau et la question du vivant. Tu as relevé ce pari de traduire en paroles et en musique le sujet de l'or bleu. Est-ce que tu peux juste nous dire quelle était la traduction du titre de la chanson que tu viens de nous chanter et en résumé ce qu'elle raconte? Alors dans cette chanson, je m'adresse aux adultes, je leur dis qu'avons-nous décidé pour les prochaines générations? Sommes-nous vraiment conscients que là, nous sommes en train de leur laisser un héritage compliqué à gérer, puisque nous aurons profité un peu des quelques petites sources qui restent. Comment est-ce qu'on arrive, nous, de manière consciente, à savoir que l'heure est grave sans que nous fassions quelque chose? Et ce que j'ai voulu faire aussi avec cet album en général, c'est je suis rentré dans la peau de différents vivants. Dans une des chansons, par exemple, je rentre dans la peau d'une fleur qui raconte sa beauté à l'époque et qui aujourd'hui est fanée par manque d'eau. Dans une autre chanson, c'est un oiseau qui parcourt un peu des endroits où il venait s'abreuver. Et dans une autre, c'est un chat qui appelle un éléphant pour qu'il vienne barrer la route aux humains qui viennent polluer la dernière source derrière la maison. Donc j'ai vraiment écrit l'album comme des fables pour essayer vraiment d'aborder ce sujet de manière poétique. Comme je dis, c'est que il est essentiel de pouvoir mettre parfois des prédispositions de poésie qui permettent aux uns et aux autres de parler de ces sujets sans que ça ne fasse des tensions et de sensibiliser en faisant tout simplement comprendre qu'en parlant de ça, on parle de chacun de nous, on parle même de ceux qui sont sceptiques. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on aura la chance d'écouter un deuxième titre à la fin de cette rencontre. Marie-Laure, du 22 au 24 mars dernier, tu as assisté à la conférence mondiale qui était dédiée à l'eau douce et qui était organisée par l'ONU. Est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de ces échanges, parce que c'était un temps important concernant justement tous les enjeux liés à l'eau, et peut-être de manière plus large, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où nous en sommes à l'échelle mondiale des échanges et des négociations sur le sujet de l'eau? Oui, bonjour. D'accord. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, à New York, à l'ONU, fin mars 2023, il y a eu la première conférence sur l'eau, rassemblant les États membres des Nations Unies. Donc ça veut dire que les États étaient là, qu'il n'y avait pas que des experts ou des associations ou des scientifiques qui se parlaient d'eau. Il y avait les États qui étaient là pour parler de leurs préoccupations dans leurs propres États, de leurs idées sur ce qu'on pourrait faire à l'international. Et ça semble tout bête comme ça, mais c'était la première conférence depuis 1977. Donc ça faisait vraiment très très longtemps. Et pourquoi? Parce que au sujet de l'eau, probablement parce que c'est une ressource tellement cruciale et stratégique, et deux, qu'en plus, historiquement, on avait l'impression que l'eau était vraiment une question qu'on gérait au niveau local, au niveau territorial, au niveau des pays. En fait, il n'y a pas grand-chose sur l'eau à l'international. Il y a très peu de choses. Ce n'est pas comme pour le climat, par exemple. Il y a quand même un traité sur les fleuves qui traversent les frontières.
sur les fleuves et les nappes qui traversent les frontières, parce que bon, là vraiment, les États étaient bien obligés. Mais ça ne leur plaît pas du tout, en général, d'avoir à se lier avec leurs voisins sur ces questions-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y avait rien. Mais là, on arrive vraiment dans un monde globalisé, où tous les enjeux, et notamment le lien entre le cycle de l'eau et le changement climatique, sont tellement forts que quand il y a cette accélération du changement climatique, eh bien, il y a de nombreux bouleversements dans le domaine de l'eau aussi. Il y a ça, et avec parallèlement un développement économique et une croissance démographique qui fait que ces enjeux deviennent vraiment mondiaux. Voilà, donc il y a eu cette première conférence depuis longtemps. Bon, il en est ressorti. Ça ne semble pas extraordinaire vu l'ampleur des enjeux, mais il va y avoir un envoyé spécial des Nations Unies sur l'eau, ce qui n'était pas le cas avant, donc. Il y a les 2 prochaines conférences rassemblant les États qui sont prévues en 2026 et en 2028. Donc bon, voilà, c'est mieux. Et là, le système est en train de se mettre en branle pour voir quels vont être le mandat, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces conférences. Alors, une fois de plus, on n'est toujours pas dans des COP, mais peut-être qu'il faut aussi inventer quelque chose d'un petit peu différent. Ça ne semble pas être la panacée. La plupart des citoyens, quand ils entendent parler des COP, ils se disent mais c'est pas possible, ça va à la lenteur, une lenteur telle que bon, bah, pour l'instant c'est un peu comme la démocratie, on n'a pas trouvé mieux au niveau international que ces COP, et c'est quand même mieux qu'il y ait quelque chose d'un petit peu contraignant. Et donc voilà, donc on va vers un nouveau type de gouvernance mondiale de cette ressource qui est un enjeu mondial aujourd'hui, parce que il y a d'ailleurs Greenpeace qui fait un test dans le petit stand dehors, là, qui est très intéressant, où il montre comment le soja est produit, par exemple au Brésil, pour nourrir nos poulets ici. Quand on déforeste pour faire pousser du soja quelque part, on bouleverse le bassin local, le bassin de l'Amazone et de tous ces... et puis on assèche les terres, on les réirrigue juste pour produire du soja, et puis nous on fait venir le soja. Enfin bref, tout ce cycle de production qui est absurde d'un point de vue environnemental et climatique. Et donc on va vers un monde où, alors qu'on était moins nombreux sur Terre et que on avait moins d'impact, et donc on pensait qu'on allait pouvoir continuer à gérer nos ressources un peu comme on voulait chez nous, où là, toutes les ressources sont tellement surexploitées et en plus on est très dépendants les uns des autres, ce qui fait que là on va être obligés de coopérer, entre guillemets. C'est une coopération forcée au pied du mur, mais en tout cas on va vers ça, et ça va plus ou moins bien se passer, et pour l'instant il y a quand même l'ONU. Il y a une forme de boussole aussi, hein. Cette boussole, c'est les ODD en partie. Dans ces ODD, il y a un ODD qui est dédié à l'eau avec des sous-thèmes. Je crois qu'on les a à l'écran, on va pouvoir les afficher en partie. Où est-ce qu'on en est justement des ODD, et est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors merci de nous montrer les ODD. Alors les ODD, c'est une production donc des États qui sont réunis, mais aussi des experts, et ils ont produit des objectifs de développement durable, ODD. C'est l'agenda 2030 que certains d'entre vous, peut-être vos enfants, peut-être qu'ils en ont entendu parler à l'école. Et vous voyez, ça stigmatise un petit peu ce que les experts et les États ont dit. Voilà, ça, c'est les grands enjeux de l'eau. Donc, il y a l'accès de l'eau à l'eau potable, à gauche, le 6.1. Ensuite, il y a l'accès à l'assainissement, puisqu'on utilise de l'eau pour l'assainissement et l'hygiène. Ensuite, il y a l'enjeu de la qualité de l'eau. Là, sur le 6.4, il y a la façon dont on gère l'eau. Donc, en France, dans les bassins, par exemple, ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau. Sur le 6.5, on est sur les enjeux transfrontaliers, notamment, donc la façon dont on coopère pour partager, pour utiliser l'eau. Sur le 6.6, on est sur la préservation des écosystèmes, notamment aquatiques, puisqu'on a besoin d'eau pour tous les écosystèmes de toutes les manières. Et puis après, on est sur la coopération internationale et l'implication des populations dans la gestion de l'eau. Vous voyez, donc ça, c'est un peu un snapshot, un aperçu de tous les grands enjeux. La pollution, le visage humain de ce qu'on appelle la crise mondiale de l'eau, avec
2 milliards 200 millions de personnes qui n'ont pas accès à une eau gérée, excusez-moi pour le terme encore une fois, mais les mots sont importants, gérée en toute sécurité. Ça veut dire que 2 milliards de personnes qui ne boivent pas une eau sûre à chaque fois qu'ils boivent. Il y en a 800 millions qui boivent jamais une eau. L'eau n'est jamais sûre quand ils la boivent. Il y en a à peu près 3,5 milliards qui n'ont pas accès à des toilettes aussi. Après, il y a la question de la pollution de l'eau. Je vous laisse imaginer, c'est pas génial, hein, même en France. Mais en France, on traite l'eau, alors que quasiment partout, en fait, dans le monde, 60% de l'eau à peu près n'est absolument pas traitée et rejetée comme ça. Parce que juste pour préciser, quand on parle de l'eau, il y a deux notions, il y a la quantité et la qualité. Et la qualité, voilà, et puis les milieux, les écosystèmes hein, qu'on bouleverse et qu'on change de manière très durable. Et puis il y a effectivement cette notion de partage et d'allocation. Voilà, donc ça c'est les grands enjeux et on peut mettre, je sais pas si on peut mettre celui d'après, la slide d'après. On va juste passer rapidement dessus, mais on va l'afficher. Ouais, ce sera juste. C'est juste la slide d'après. Merci. C'est juste pour vous montrer les autres cibles qui sont. Je sais pas et si ça, ce sont des cibles. On cibles. peut passer la slide suivante, ça serait super. Merci beaucoup. Non, celle d'avant. Voilà. Ça allait trop vite. Et donc ça, ce sont des cibles. Vous avez vu réduire de moitié, atteindre l'accès à l'eau potable universelle. Ce sont des cibles que les États et les populations et les entreprises et le secteur privé et tous les acteurs de la société sont des cibles autour desquelles on est tous censés se mobiliser pour atteindre ça. Et là, vous avez aussi donc, la question de la pauvreté. Évidemment, l'eau est essentielle là-dedans. La faim, hein, la soif, la faim, ça va ensemble. La bonne santé, évidemment, les questions de santé publique avec les maladies hydriques qui sont des problèmes énormes dans le monde. Il y a les villes durables le monde s'urbanise de plus en plus et c'est un énorme problème pour l'eau puisqu'on doit faire venir toute cette eau à un endroit précis et qu'on en utilise trop aussi. Il y a la consommation à travers tout ce qu'on produit, donc un jean, un steak, etc. On a besoin de beaucoup d'eau pour tout ça. Il y a les milieux aquatiques, donc ça c'est plutôt l'océan. Il y a l'environnement sur Terre, l'éducation, parce que toutes les filles, et même les enfants, quand ils sont malades parce qu'ils boivent une eau qui n'est pas bonne ou qu'ils doivent passer des heures à aller chercher l'eau, ils ne vont pas à l'école, donc ils ne peuvent pas sortir de la pauvreté. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de crise mondiale de l'eau. Quand on parle de l'eau, c'est compliqué on ne peut plus aujourd'hui dissocier climat et eau. Comment est-ce que le dérèglement climatique affecte-t-il justement le cycle de l'eau, Emma ? On va y arriver. Bonjour. En fait, il y a deux éléments. Il y a effectivement ce changement climatique qui vient s'inviter dans nos vies et qui fait que, bien, depuis à peu près mi-juin, on est sorti du cadre connu sur Terre. C'est-à-dire qu'on est à peu près au 110e jour, je pense, de record historique de température. Les 15 premiers jours du mois d'octobre n'ont jamais été aussi chauds sur Terre. Le mois de septembre, eh bien, c'est la même chose. Et donc, on voit qu'on arrive dans quelque chose d'assez nouveau. Et dans ce paramètre qui est la température, eh bien, le premier indicateur qui va derrière directement être concerné, c'est effectivement le cycle de l'eau. Donc, ce cycle de l'eau, il est en train de s'accélérer partout sur Terre. On a cette espèce d'illusion absolument généralisée on commence à avoir peur pour la question de l'eau, mais on est persuadé qu'on a tout de même nos océans et qu'on finira par désaliniser, tout comme le fait les Émirats arabes unis. On regarde un peu ces géants et puis on se dit, mais en fin de compte, s'il y arrive, on le fera aussi. Ce qu'on oublie peut-être, c'est qu'il faut beaucoup de pétrole ou bien il faut beaucoup d'argent pour pouvoir désaliniser celles et ceux à qui ça ne parle pas, est-ce que tu peux juste rappeler justement le principe de la désalinisation ? Donc le principe de la désalinisation, en fait, c'est de réussir. Il y a plusieurs méthodes, mais sans rentrer dans les détails, en fait, mais on va prélever d'énormes quantités d'eau en mer. En général, il faut à peu près 12 produits chimiques pour réussir à extraire l'eau douce et extraire le sel. Et puis ensuite, il y a ces boues avec cette saumure et ce sel que l'on rejette directement en mer. Et puis quelque chose souvent qu'on oublie, c'est que pour prélever des volumes aussi énormes, eh bien, il faut les pomper dans l'océan. Et quand on pompe en fait ces volumes d'eau,
on pompe aussi tout ce qu'il y a avec dans cet océan et tout ce qui se balade dans cet océan. Alors très souvent, vous regardez les grilles, ils sont remplis de méduses. Il faut retirer les méduses, mais il faut imaginer tout ce qu'il y a aussi derrière, tout ce vivant qui est aspiré directement pour pouvoir nous fournir de l'eau douce, alors qu'à la base, eh bien, nous avons un cycle de l'eau en fait territorial, un cycle de l'eau continentale qui fonctionne très bien. Et donc, on a cette illusion d'avoir 70% d'eau qui recouvre notre planète Terre. Quand on regarde dans les détails, c'est seulement 0,02% de toute la masse planétaire, hein, l'eau. Donc en réalité, c'est une fine couche infime, dont 96,7% sont dans les océans, 2% quasiment inaccessibles dans les îles Antilles polaires. Il reste bien 1% que l'on retrouve effectivement sous terre. Et là, par contre, l'homme a vu qu'effectivement, il y avait un intérêt absolument majeur à aller prélever cette eau sous terre. Et durant ces dernières décennies, on a pillé l'intégralité de nos aquifères, nos milieux souterrains, au même titre qu'on allait piller des nappes fossiles de pétrole. Eh bien, on a fait exactement la même chose, mais on n'a pas regardé. On n'a pas regardé ce que ça pouvait générer. Et là, on se réveille un petit peu... groggy, j'ai envie de dire, en train de se dire, mais on a tout de même été capable, derrière, de tellement prélever d'eau sous terre qu'on a modifié l'axe de la Terre de 80 cm vers l'est. Et encore, les données s'arrêtent à 2010, donc il nous manque quand même 13 ans de données. On est capable, nous, êtres humains, de prendre une planète comme ça qui navigue dans un vide intersidéral et autour du Soleil et d'en modifier l'axe, de modifier le spin de la Terre par nos consommations. Et donc ça nous amène en fait à la relation entre l'eau et l'homme. Et très vite, en fait, le fait de dompter l'eau a été une révélation du pouvoir de l'homme. Ça commence avec Staline, à l'époque où on va prendre l'Amour Daria et le Sir Daria, deux très grands fleuves qu'on va détourner, qui fait qu'on a aujourd'hui derrière une mer d'Aral qui s'est totalement vidée de sa substance et on retrouve plus qu'une mer de pesticides. Et donc, en fait, on peut se dire c'est Staline à l'époque, sauf que quand on regarde, eh bien, au même moment, les États-Unis vont faire exactement la même chose avec le Colorado, qu'en réalité, il y a cette fuite en avant, vers toujours plus de pouvoir, de fait de dompter toujours plus le cours d'eau, les fleuves. Plus de 50% de nos fleuves dans le monde ont été complètement déroutés, reroutés, on fait des retenues, on collecte cette eau. Et là, on est en train de prendre le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir considéré les cycles de la nature, eh bien, ils sont en train de se révéler à nous. Et une des choses contre lesquelles je me suis beaucoup battue ces dernières années, combien de fois j'ai entendu sur des plateaux télé me dire « Mais regardez cette eau, elle part vers l'océan, il faut bien qu'on la récupère ». Regardez, il y a une sécheresse historique. Vous voyez bien que derrière, on a besoin de cette eau pour notre sécheresse. Et en fait, ce qu'on a oublié de comprendre, c'est à quel point, si cette eau, elle s'écoule, c'est qu'elle génère un cycle qui est juste parfait. C'est-à-dire que tout est à l'équilibre. La quantité d'eau douce qui arrive à un moment donné dans cet océan, elle permet ce cycle de l'eau. Et lorsqu'on oublie ça, lorsque les usages, justement, sont trop gourmands au passage, et qu'en plus, on a le changement climatique qui s'invite dans la danse, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'on voit en ce moment sur le Mississippi, où on a un cours d'eau qui est en train de se réduire en termes de débit. Et à ce moment-là, apparaît quelque chose, c'est-à-dire c'est un biseau salé, c'est cette eau salée qui pénètre en fait en direction du cours d'eau et qui pénètre comme ça de manière, l'eau étant très lourde comme ça en profondeur et qui vient complètement contaminer les nappes autour. Alors, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que d'ici à peu près un mois, on pourra avoir la Nouvelle-Orléans qui serait derrière sans eau potable. Et c'est pas rien comme conséquence. C'est-à-dire que le fait de ne plus avoir assez d'eau qui s'écoule en mer, eh bien, à un moment donné, on en paye le prix fort. Et cette question, on la retrouve partout. J'ai navigué beaucoup tout au long du Rhône ces derniers temps, à rencontrer beaucoup d'acteurs. Et tous me disent, bon, on a de la sécheresse, mais vous inquiétez pas, on pompe l'eau du Rhône. Et que ce soit à Laval, derrière, au niveau de l'exutoire, dans la Camargue, où on fait encore du riz, on a besoin de 18 cm d'eau. Eh bien, ce riz-là, il est alimenté directement par le Rhône. Que ce soit tout au long de son cours, depuis la Suisse jusqu'à son exutoire, tout le monde est persuadé qu'il sera toujours là. Et on oublie qu'à un moment donné, une ressource, c'est un volume qui diminue comme une peau de chagrin et quand on l'extrait trop. Et quand on se dit, oui, mais
ce que je vous raconte là, quelque part, ça se passe au niveau du Mississippi, ça se passe au niveau de l'Amazone. Regardez l'état de l'Amazone aujourd'hui, c'est absolument effroyable. Eh bien, en fait, il faut savoir que l'année dernière, on est passé à 100 mètres du fait qu'une ville comme Nantes, en France, n'ait plus d'alimentation en eau potable parce que justement, plus assez de débit qui s'écoule, un bouchon vaseux qui remonte trop haut et donc qui risque de contaminer une station de potabilisation. Et là, ça nous met face à notre réalité du fait qu'en réalité, l'eau, elle est partout dans nos usages, elle est partout dans notre quotidien, elle n'est pas juste dans notre douche, elle n'est pas juste dans notre bain, elle est dans tout ce que l'on mange, elle est dans la manière dont on s'habille. Si on s'habille, c'est qu'il a fallu du coton pour pouvoir fournir ça. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, le coton, on est en train de le cultiver en fait, au détriment des populations. On a mis des comptes à rebours sur ces populations qui, étant donné qu'il n'y a pas assez d'eau de pluie qui tombe, eh bien, on va prélever cette eau dans les nappes. Et comment ? Eh bien, on a découvert qu'il y avait effectivement, dès les années 60-70, des pompes japonaises qui coûtaient très peu cher. Et puis, ça génère le fait qu'à un moment donné, il y a 40 millions d'Indiens qui ont ces pompes, qui prélèvent ces eaux souterraines. Sauf que là, maintenant, on a des yeux différents parce que les images satellites nous montrent où on en est et nous montrent surtout avec effroi à quel point on a tellement vidé nos aquifères souterrains qu'ils ne pourront jamais se reconstruire. Donc voilà, je crois qu'on a un défi qui est colossal devant nous et à la fois on est tous concernés. Je finirai peut-être sur une chose. Aux États-Unis, le New York Times a fait une publication qui est passée assez inaperçue en France et qui pourtant est assez impressionnante. En fait, les États-Unis ont découvert, grâce à 2 journalistes du New York Times qui ont fait une étude absolument incroyable sur 60 000 points dans tous les États-Unis, à quel point ils avaient surpompé leur nappe sans jamais avoir de limite, sans jamais, à un moment donné, se poser la question. Il y a des endroits où il faudra 2700 ans de pluie pour que ces aquifères se reconstituent. Et ce qui est beau dans tout ça, parce qu'il y a quand même du beau, parce que quelque part on a commencé en musique, autant rajouter quelque chose, c'est que si à un moment donné on la laisse respirer cette nature, si juste, en fait, on laisse juste cette pression derrière que l'on met en permanence et qu'on la relâche, eh bien la nature est tellement résiliente que tous les cycles se relancent, que les sources renaissent. Et je crois que c'est quelque chose que l'on a devant nous, c'est juste comprendre qu'à un moment donné, tout comme nous, on a besoin de respirer, eh bien la nature a besoin de respirer et qu'on fait partie de ce cycle. Et comprendre ça, c'est peut-être initier un nouveau chemin où on a tous notre rôle à jouer. On a ceux qui parlent au cœur et qui, à travers des notes de musique, vont réussir à atteindre ces niveaux de conscience. La science aussi raconte des choses. Il y a des gens qui se battent dans les instances internationales pour faire passer des messages. L'eau, aujourd'hui, et c'est un chiffre qui est ressorti de l'ONU, justement, c'est 3% des financements mondiaux et 93% des conséquences. Donc, je crois qu'il va falloir lui redonner sa place, comprendre qu'à quel point c'est le socle même de tout, pour qu'on puisse avancer vers le bon chemin. Voilà. Merci beaucoup Emma. Sur le sujet du dérèglement climatique, je rappelle juste qu'en 2023, la 6e limite planétaire a été dépassée et qui concerne justement le cycle de l'eau. Alors, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la répartition parce qu'on le voit, hein, et notamment au travers des premiers échanges qu'on a eu partout sur la planète, les conflits pour l'accès à l'eau se multiplient. Ils sont accentués par le dérèglement climatique qu'on vient d'évoquer, mais également par l'accroissement de la population. Comment est-ce qu'on appréhende cet enjeu majeur, mais épineux aussi, de la répartition de l'eau? On commence peut-être par toi, Marie-Laure, à l'échelle mondiale. Oui, alors quelques chiffres intéressants. Il y a à peu près 60% de toute l'eau douce dans 10 pays. Ça, alors, c'est important de le dire pour la notion de partage et aussi pour se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière et de l'importance du niveau international. Donc, le bassin du Congo, que tu connais, et c'est un énorme bassin. Donc, il y a la RDC notamment, il y a le Brésil, bien sûr, il y a le Canada, les États-Unis, la Colombie, la Russie, énorme territoire gorgé d'eau. La Chine, la Nouvelle-Guinée-Papouasie, je suis plus très loin des 10. Enfin bref, il y a 10 pays qui ont 60% de toute l'eau douce. Bon, ça vous donne une idée déjà des grandes masses et du pouvoir de ces pays, qui n'est pas toujours utilisé jusqu'à présent
On entend parler des questions de fleuves, hein. On a tous entendu parler du Nil, avec le conflit le contentieux entre l'Égypte et l'Éthiopie. Mais voilà, on peut imaginer qu'à l'avenir, cet or bleu dont on parle, c'est un terme pas toujours apprécié par tous les experts de l'eau, mais va quand même se retrouver beaucoup en Russie, en Chine, etc. Bon. Et que nous, on est de plus en plus dépendants de cette eau qui viendra d'ailleurs. Donc, il y a ça, il y a aussi des chiffres transfrontaliers, donc tous ces États qui partagent. Donc, de même qu'il y a 10 pays qui ont 60% de toute l'eau sur Terre, il y en a 60% de l'eau est partagée par au moins 2 pays. Donc, l'exemple, le Danube, je crois que c'est 11 pays, le Nil, c'est 8, je me souviens bien. Bon, 60%, pas forcément, ces 10 pays sont impliqués, mais beaucoup plus. Hein. Donc, et partagé entre au moins 2 pays, voire plus. Donc c'est une vraie question de bonne intelligence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, c'est pareil. Il y a à peu près 50 pays qui se sont liés entre l'Atlantique et l'Oural avec un traité dont j'ai parlé tout à l'heure et qui essayent de coopérer. Ils ont compris c'était vraiment dans leur intérêt, etc. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de partage. Il y a par exemple ce qu'on appelle le partage des bénéfices. Donc, où on arrête de vouloir tout produire et être souverain sur son territoire, etc., parce que ça n'est pas la logique de la nature, de l'environnement, etc., mais on échange des services. Alors, il y en a un qui va faire un peu d'hydroélectricité, puis l'autre qui va avoir du blé, puis ils vont échanger. Bon, bref, il y a des choses à faire, et la coopération, ça veut aussi dire se prévenir quand on va, je sais pas... ouvrir les vannes d'un barrage, ou bien quand il y a un problème de pollution, on n'attend pas que ceux qui sont en dessous s'en rendent compte par eux-mêmes. Il y a eu un exemple terrible en France pendant le Covid, par exemple d'une usine de sucrière. Il y a une digue qui a sauté. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire, Emma, c'était atroce. Donc il y a une espèce de liquide plein de bactéries qui mangent l'oxygène, qui a été libéré, qui ne devait pas l'être, dans... c'était quoi ? C'était vers la frontière avec la Belgique et les Pays-Bas. Et donc c'est arrivé en France. La Belgique a été impactée tout de suite. Alors, toute vie éradiquée dans le fleuve immédiatement, parce que plus d'oxygène, donc tous les poissons, toutes les espèces végétales, boum. Et puis, bon là en l'occurrence c'était un accident, on ne prévient pas forcément d'un accident, même s'il y a quand même des mécanismes et des protocoles, mais voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mesures qui peuvent permettre aux États qui sont en aval de prendre des mesures pour pouvoir se préparer, pour pouvoir atténuer l'impact, etc. Il y a tellement de choses comme ça. Emma, c'est la personne qui pourrait vous parler des risques et de comment on se prépare et comment on peut essayer de à la fois réduire l'impact qu'on envisage d'avoir et comment on peut aussi se préparer. Donc, au niveau mondial, voilà, ce dont je parlais avant est lié évidemment, parce que comme il n'y a rien sur l'eau, il y a une vague jurisprudence, des bonnes pratiques, etc. Mais on a vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin. Et il y a quelques régions, notamment en Afrique de l'Ouest, qui sont allées très très loin, par exemple avec le fleuve Sénégal. Il y a 4 pays qui ont décidé que le fleuve Sénégal, c'était leur patrimoine commun. Et ils vont beaucoup plus loin que tous les pays européens. Ils ont adopté un outil de gouvernance qui dit que voilà, c'est notre bien commun. Tout ce qu'on va faire nous appartient à tous sur ce fleuve. On va tous être impactés de la même manière, financièrement, et puis faire ce fameux partage des bénéfices, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées. Et je pense qu'une chose clé, c'est de passer par les électeurs, les gens, les citoyens, qui doivent être au courant de tout ça et pousser nos politiques pour qu'on aille vers ça.
Emma, sur le sujet de la répartition de l'eau. Alors, le problème de la répartition de l'eau, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnaient un temps et qui ne marchent plus maintenant. Je vais vous prendre un tout petit exemple, un tout petit fleuve qui s'appelle le fleuve Silala, qui est situé entre le Chili et la Bolivie. En fait, pendant des années, depuis les années 1900, on avait décidé en Bolivie, parce qu'on avait beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau, de laisser détourner ce fleuve en direction du Chili qui en avait besoin pour ses extractions de mines et tous ces besoins dans le désert d'Atacama, qui est un des déserts les plus arides au monde et qui, derrière, a beaucoup d'extractions. Et ça fonctionnait très bien parce qu'ils recevaient de l'argent pour ça. Et donc, en fait, pendant des décennies, ça a marché. Sauf que depuis 2 ans, la Bolivie n'a plus d'eau. Et donc là où, en fin de compte, elle pensait pouvoir donner son cours d'eau, eh bien, elle se rend compte qu'elle-même vit des sécheresses et des aridités et elle réclame l'appartenance de ce fleuve qu'elle avait accepté de mettre à disposition. Et donc ce partage, cette coopération, il est possible quand on en a tous derrière de l'eau. Mais quand on n'en a plus, eh bien là, la situation, elle se complique. Et donc je crois qu'on est en train de commencer à vivre des formes de tension, des formes de privatisation. On peut citer le cas des bassines en France. Donc c'est retenue de substitution. Pourquoi tout ça est arrivé en France? Parce que c'est important d'essayer de comprendre la genèse des choses. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on décide tous de créer de gigantesques trous qui font l'équivalent de 260 piscines olympiques pour pouvoir prélever l'intégralité de la nappe souterraine l'hiver, parce qu'on a encore le droit de la prélever, et pour derrière conserver cette eau. Avec derrière les conséquences que ça a. Je rappelle derrière qu'il y a un impact déjà sur le plan qualitatif. Quand vous retirez de l'eau du milieu souterrain qui est protégé, vous la mettez en plein soleil, vous allez avoir des développements algaires, vous allez avoir des développements de cyanobactéries. Et le pire dans tout ça, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les tuyaux d'alimentation de ces bassines, quand on a vidé les nappes, eh bien en réalité ne fonctionnent même plus, tellement derrière ils sont bouchés à cause de ces développements. Donc en plus, c'est un système qui ne marche même pas jusqu'au bout. Qui va engendrer des problèmes de sécurité. Enfin... Et donc il y a quand même ce problème qui fait que derrière, on prélève cette eau, on la donne à qui on décide de la donner. Combien de petits maraîchers ont voulu essayer de se reconnecter à ces bassines n'ayant plus assez d'eau eux-mêmes et ils ne peuvent pas. Donc ça veut dire qu'on est dans une ère de la privatisation de l'eau. Ça veut dire que c'est toujours le plus fort qui gardera cette eau pour lui et qui décide de détourner cette eau. Et ce qui est assez intéressant en France sur le plan philosophique, c'est qu'on a l'État qui est représenté par le préfet, qui pose des règles très claires, très strictes. À partir du moment où on est en vigilance rouge, il y a une interdiction d'irrigation. C'est clair. Et en fait, on ne peut pas irriguer nos terres. Et donc, cette règle-là, elle existe pour protéger la ressource, parce qu'initialement, il y avait un problème. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un autre État, plutôt gouvernemental, qui cherche à détourner les règles de l'État, c'est-à-dire du préfet, pour justement essayer de trouver une solution. Et pourquoi tout ça se passe? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une bascule entre 2017 et aujourd'hui. Et en 5 ans, on s'est mis à vivre des sécheresses historiques tout le temps. Et là où on avait des petits points rouges sur le territoire, où on arrêtait l'irrigation, on s'est retrouvé avec 90% de toute la France qui était en interdiction d'irrigation. Et ce n'était pas possible, ce n'était pas viable en termes de rythme d'adaptation. Déjà, ça veut dire qu'il faut une prise de conscience, mais en plus, il faut une transformation complète de l'agriculture, il faut se réinventer complètement. Et face à des systèmes très lourds qui se sont construits dans la période d'après-guerre, avant, personne ne voulait de l'irrigation. Personne ne voulait de l'eau parce qu'on avait trop d'eau. On avait beaucoup de zones humides en France. On n'avait pas besoin d'eau. Et quand on a voulu imposer le maïs, on n'en avait pas besoin non plus. Et donc, mais à force d'avoir créé ce besoin, et on a trouvé à partir de ce besoin, eh bien, plein de choses à mettre en œuvre avec le maïs. Il faut savoir que ce n'est pas juste le fait de nourrir du bétail. C'est derrière, on fait du papier, on fait derrière des produits, des enveloppements plastiques. La plupart de nos cosmétiques et de nos crèmes ont besoin de ce maïs derrière qui fournissent ces éléments plastiques. En fait, il faut comprendre que tout ça, c'est une question de vitesse et de rythme. On a besoin d'avoir des cerveaux extrêmement agiles dans une période de bascule de la France. La France, je le répète, parce qu'il faut le dire, est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde.
20% plus vite que le reste du monde. Tout le monde regardait l'Australie et la Californie en se disant, bon, au pire, en 2050, j'irai vivre en Bretagne. Et en fait, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, et encore plus parce que la Bretagne, elle n'a d'ailleurs pas d'eau souterraine par derrière son socle derrière granitique. Elle n'a quasiment que des ressources superficielles, elle est encore plus fragile. Donc si tout le monde se pointe en Bretagne, ça risque d'être un peu compliqué. Et les Bretons vont peut-être pas être aussi sympas que ça. Donc je crois qu'il faut essayer de comprendre, finalement, de revenir à la base, de revenir à la genèse, de qu'est-ce qui a généré tout ça, de où en sont nos territoires, de comment il va falloir les traiter, comment il va falloir se répartir cette ressource, parce que la première décision qu'on prend en phase de crise, eh bien, en général, c'est toujours la mauvaise si elle n'a pas été réfléchie avant la crise. Et c'est vraiment l'enjeu idéal. Je finirai peut-être sur un point. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a eu un débat absolument houleux sur la question des bassines, avec certains qui vous racontent ne vous inquiétez pas, il n'y a que 4% d'évaporation, parce qu'en plus, bien sûr, cette eau, on la met en surface, donc elle s'évapore massivement. Alors nous, on a une littérature scientifique qui nous dit que c'est entre 20 et 60%, mais on n'a pas assez de tests en France pour vraiment le dire. Mais vu le nombre de canicules qu'on a, il suffit de prendre une petite bassine en plastique, de la mettre dans sa terrasse et de mettre de l'eau, et puis de regarder le taux d'évaporation à la fin de l'été, puis on comprendra un petit peu là où on en est. Donc on attend un petit peu de tout, et ça a déchaîné les passions, et derrière, c'est sans doute les prémices d'une guerre de l'eau en France. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous allez au Mexique, eh bien là-bas, la pression, elle est mise sur les nuages. Alors, vous allez me dire, comment est-ce possible ? Eh bien, en fait, déjà, on s'approprie toutes les eaux de surface. On s'approprie aussi toutes les eaux souterraines. Mais on cherche aussi à s'approprier le nuage, et donc là-bas, les lobbies agricoles mettent tout leur poids pour essayer d'avoir des financements pour envoyer massivement du iodure d'argent, pour récupérer chez eux, en fait, l'intégralité de leur pluie. Et le problème, c'est que l'autre côté de la médaille, c'est que ce iodure d'argent, il finit par tomber sur le sol. Puis on s'est mis à découvrir qu'en fait, il était très rémanent dans le sol, qui générait des migraines, des embolies, des dépressions dans toutes les zones où on avait envoyé trop d'iodure d'argent. Donc c'est très sympathique en fait, et ça donne envie de se dire c'est génial, on va même pouvoir contrôler les pluies. On l'a fait pendant les JO de Pékin. On a été capable de contrôler la pluie, de dire toi le nuage tu vas ici, toi tu vas là-bas. C'est très pratique, sauf qu'en fait ça a toujours des conséquences. Et à un moment donné, la nature se réveille et elle vient nous rappeler quelque chose. Et je crois qu'il est grand temps aujourd'hui qu'on lui redonne sa place, qu'on redonne sa place à ses cycles, qu'on la respecte, et qu'on ressorte cette question très anthropocentrée, cette main de l'homme qui à un moment donné a fait tellement de mal, qui a tellement pillé, abîmé, pollué, qu'aujourd'hui derrière, eh bien, si on veut avoir un avenir serein, parce qu'on peut encore aujourd'hui agir partout sur tous les territoires, il faut juste qu'à un moment donné, on change cette dimension-là et peut-être remettre un peu plus de féminité dans tout ça. Ça ferait peut-être pas de mal. Ben, c'en est la preuve en tout cas aujourd'hui. Emma, je sais que tu dois partir dans 10 minutes parce que tu es attendue pour un autre événement. J'en profite, donc je profite de ces 10 minutes juste pour aborder un sujet. Je fais un petit pas de côté. Un chiffre, et je voulais ta réaction sur ce chiffre. En France, 20% de l'eau potable produite s'échappe via des fuites sur le réseau. Comment est-ce qu'on gère ce sujet des fuites ? Alors 20%, c'est la moyenne nationale, parce qu'il y a des endroits où c'est 80%. D'ailleurs, faut quand même considérer que Mayotte, derrière, ou quand on regarde la Guadeloupe, c'est la France. Hein. Donc, et donc, en fait, on a eu beaucoup de moyens qui avaient été mis à disposition pour créer des tuyaux. Et aucun moyen n'a été mis pour derrière entretenir ces tuyaux. Et à la fin, on a une population qui se retrouve en grand danger en ce moment. Et si on ne désalinise pas là-bas, il n'y a plus de vie possible. Donc en fait, là-bas, on arrive devant un mur où ces solutions sont des solutions de crise obligatoires. Donc c'est un problème majeur. Et ce qui est sûr, ce qui est intéressant, c'est de voir les exemples qu'il y a dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. On a mis beaucoup d'argent sur la question des fuites. On a Singapour, on a l'Australie, on a quelques territoires. À chaque fois qu'on mise sur le fait de rénover les tuyaux, eh bien effectivement, on a un gain immédiat l'année qui suit, l'année d'après. Parce qu'il va falloir la préserver, cette eau, et parce qu'on oublie quelque chose, c'est que quand on prélève de l'eau, parce que cette eau, elle arrive dans nos robinets, ça a l'air absolument magique, on tourne le robinet comme ça, et puis d'un seul coup, l'eau s'écoule. C'est d'ailleurs parce que justement, on a mis en place l'eau du robinet, qu'on a fait venir l'eau dans les maisons, qu'on a tellement reçu d'argent d'un coup,
qu'on a commencé à créer des banques. Hein. À l'époque, la Compagnie Générale des Eaux, qui a eu le marché de Lyon pour 30 ans, eh bien derrière, il fallait gérer tout cet argent. Donc, on a créé la Société Générale. En parallèle, vous aviez, et qui a fini par devenir Veolia. De l'autre côté, vous aviez le Crédit Lyonnais qui était très jaloux sur ces terres, de voir derrière à quel point on prélevait l'eau, qui lui, derrière, a aussi créé l'équivalent de Suez. Donc, on voit que les grands géants de l'eau n'ont été créés, et les banques d'ailleurs, n'ont été créées en France que grâce à la question de l'eau. Et quand on va d'ailleurs dans tous les pays du monde, quand on analyse le PIB de chaque pays, derrière chaque PIB, derrière chaque ressource financière se cache de l'eau. Parce qu'en réalité, aucune richesse d'un pays n'a pu être créée sans eau. On ne peut pas construire un bâtiment sans eau, on ne peut pas construire une route sans eau, on ne peut pas aller extraire du gravier si derrière... Enfin, toutes ces questions de ressources derrière cachent dans tous les fonctionnements, finalement, la question de l'eau. Donc c'est une question très, très, très globale. Et voilà, je ne sais plus ce que tu disais tout à l'heure. Sur le sujet des fuites, pardon. Ah oui, et donc en fait, pour la question des fuites, eh bien, je crois qu'effectivement, il y a aujourd'hui, et c'est là où ça peut être intéressant de mêler de la technologie, parce qu'il existe de plus en plus de systèmes, même par l'intelligence artificielle est aujourd'hui capable de maîtriser de plus en plus les fuites. Utilisé à bon escient, je crois qu'on pourra aller dans le bon sens, parce qu'il faut qu'on aille très très vite, il faut qu'on préserve, et surtout, prélever beaucoup d'eau, ça veut dire utiliser beaucoup d'énergie pour prélever cette eau. D'ailleurs, une des premières causes de l'augmentation du prix de l'eau en France a été une augmentation du coût énergétique. Ensuite sont venus le fait qu'on avait moins de réserves, moins de ressources, que l'eau paye l'eau en France. C'est-à-dire que c'est nos consommations d'eau qui payent derrière, qui payent derrière les moyens. Quand il y a beaucoup moins d'eau et quand les gens se mettent à économiser l'eau, ben, il y a beaucoup moins d'argent, donc il faut augmenter aussi le prix de l'eau. Mais avant tout, c'est une question énergétique. Et derrière la question énergétique se cache une question d'eau, parce que la plupart des formes énergétiques ont besoin d'eau. Pour extraire du charbon, vous avez besoin d'un grand cuvelage en eau. Pour extraire du pétrole, il faut injecter de l'eau pure. En fait, derrière, bien sûr, on a les barrages hydroélectriques, mais même pour réussir à faire des éoliennes, eh bien, il faut à un moment donné des métaux rares dont on a besoin, qu'on va aller extraire à travers des... Donc, en fait, on a besoin de réinventer nos modèles, on a besoin de les changer, on a besoin de comprendre à un moment donné que tout ça ne fonctionnera plus et que cette illusion qu'on avait de ce cycle de l'eau éternel, permanent, qui se renouvelle, eh bien, il faut comprendre qu'on a retiré quelques réservoirs, qu'à un moment donné, on a réduit ces réservoirs à très peu. Il y en a beaucoup trop. Ce beaucoup trop tourne beaucoup plus vite. Et donc maintenant, il va falloir laisser respirer cette eau. Quand elle tombe sur le sol, il y a des moyens aujourd'hui pour la ralentir. Il y a des moyens aussi pour lui permettre de pénétrer dans les sols. Il faut savoir que sur une pluie qui tombe, sur 100% d'eau qui tombe, il n'y a que 9% dans un cadre idéal qui réussit à rejoindre une nappe phréatique. Quand on comprend ça, on comprend parce que le 2/3 repart dans l'atmosphère, le reste ruisselle. Et ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on est en train de créer une société où la Terre ne respire plus, où la Terre n'est plus capable de recevoir de l'eau parce que la Terre n'a plus assez de vie pour pouvoir recevoir de l'eau. Et sans ça, eh bien, ça donne encore plus de sécheresse, encore plus d'inondations. Donc, en fait, on a créé notre vulnérabilité et à ça, eh bien, se surimpose le changement climatique qui arrive. Et donc, aujourd'hui, on peut peut-être juste désaccélérer ce temps de cette vitesse de l'eau, sauf qu'il n'y a pas de modèle économique pour ça. Il y a juste notre volonté, notre prise de conscience pour qu'on essaye tous ensemble d'essayer de créer des villes demain, parce que l'enjeu sera dans les grandes villes, eh bien ces villes perméables, ces villes éponges, ces villes qui accueilleront de l'eau, ces villes qui accueilleront de la nature, réapprendre à vivre avec la nature. Aujourd'hui, on a désensauvagé, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que le monde sauvage, il y a 10 000 ans, c'était 97% de la masse terrestre, eh bien aujourd'hui c'est 2%. On la laisse dans des parcs. On a besoin à un moment donné de relaisser cette place à toutes ces espèces qui ont toute leur place pour qu'on puisse derrière recréer une cohérence globale. Voilà. Je voudrais juste, je me rends compte que là on parle de choses super passionnantes. C'est-à-dire quand on t'écoute Emma, c'est super passionnant et on se rend compte qu'il y a quand même derrière des gens qui font un travail incroyable pour sensibiliser, pour parler au gouvernement, pour parler aux acteurs même, aux scientifiques, etc. Mais je me dis quand même que ici, nous sommes presque des privilégiés pour pouvoir
recevoir ces éléments d'information, comment est-ce qu'on amène ça de manière concrète, pratique auprès des populations? Parce que si nous, on sait tout ça et que tout ce savoir-là sur la question, c'est super passionnant, je pense que n'importe quel humain de cette terre au courant de ça va être sensibilisé, va se poser des questions. Comment est-ce qu'on arrive de manière concrète à ramener ces problématiques auprès de la société civile pour que les acteurs quotidiens qui sont en rapport, en relation avec l'eau, chaque jour, puissent, à chaque fois qu'ils sont au contact de l'eau, puissent se poser la question. J'avais travaillé comme ambassadeur d'Action contre la faim et on était allé à Abidjan pour installer de l'eau dans des maisons au quartier. Et on a ramené des robinets dans un quartier à peu près à 2000 personnes. Et on s'est rendu compte 6 mois plus tard que bien qu'on ait négocié des prix, des taux hyper faibles pour ces populations avec la société de gestion des eaux, on s'est rendu compte qu'au bout de 6 mois, ils avaient arrêté presque 80% des contrats avaient été rompus parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leur eau. Pour une raison simple, en fait, c'est qu'on est arrivé, on leur a dit, nous, on va vous trouver une solution, vous avez besoin d'eau, ok, on va ramener l'eau chez vous. Ce qu'on a oublié de comprendre, en fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas éduqué ces populations à consommer de l'eau. Et ces gens-là, en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'ils concevaient, quand ils utilisaient leur eau, ils allaient la puiser parfois dans des puits, parfois dans des robinets de quartier. Ils voyaient la quantité d'eau qu'ils utilisaient. Donc, ils avaient la possibilité de gérer la quantité d'eau. Et donc, du coup, ils s'en sortaient parce qu'ils savaient quand ils géraient, ils voyaient que, il ne m'en reste pas assez, donc je n'utilise pas toute l'eau. On leur apporte un robinet, ils ouvrent, ça coule. Donc, ils ne savent pas quelle est la quantité d'eau à gérer. Et donc, du coup, ils se sont mis à consommer de l'eau puisque ça coulait. Et finalement, ils en consommaient beaucoup plus qu'ils en avaient besoin. Et donc, c'est de penser tout simplement, par exemple, que, imaginons dans nos villes, dans nos maisons, qu'on ait une espèce de gros, je ne sais pas, ballon où on voit la consommation de l'eau au quotidien et de voir qu'à chaque fois que on va ouvrir l'eau pour faire sa lessive, etc., on voit que le ballon dans la maison, la quantité d'eau disparaît, est en train de baisser. Je pense que ça va inciter, comme l'essence en fait. Quand tu as ta voiture, tu sais qu'avec ta jauge, tout de suite, tu sais que s'il n'y a pas cette jauge, en fait, tu vas finalement peut-être te retrouver en panne sèche, etc. Donc, moi, l'idée, c'est parce que je trouve que c'est super, mais comment tout ça, on ramène ça vraiment à la personne lambda qui n'a pas la possibilité de venir ici, qui ne sait pas que l'atmosphère existe. Comment est-ce qu'on fait pour que cette personne puisse être sensibilisée? Je pense que si elle entend ce discours, elle va l'être, quoi. Je vais laisser la parole à Emma, mais Emma le fait déjà largement de par toutes tes interventions. Il te reste 2 minutes, donc je vais te laisser conclure comme tu le souhaites. Mais justement, c'est parce qu'Emma prend beaucoup la parole qu'elle a une autre conférence après pour porter ces messages-là. Et je te laisse la parole, Emma. C'est une question que je me pose depuis, ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet de l'eau, ça fait 12 ans que j'essaye d'agir à mon niveau. Quand j'ai créé une association pour sensibiliser les enfants aux économies d'eau il y a 12 ans en France, je peux vous assurer que personne ne comprenait l'intérêt. En fait, il y avait toujours de l'eau potable. Donc en fait, ça ne nous a pas empêchés d'aller dans toutes les écoles, école par école, derrière, de sensibiliser plus de 100 000 enfants aux gestes qui sauvent dans les vallées inondables, aux économies d'eau. On va bien sûr, avec nos actions, voir des populations pour leur permettre de comprendre comment se transformer, comment devenir résilient. On parle du trop peu d'eau, mais il y a le trop d'eau aussi, qui est derrière l'autre pendant du fait que, quand on augmente la température atmosphérique de 1 degré, on a 7 à 10% de plus de pouvoir de précipitation du nuage. Ça veut dire qu'à 3 degrés, il y a 21% de pluie en plus. Et ce trop d'eau, ce trop d'inondation que l'on voit d'ailleurs partout sur la planète, il faut aussi continuer à le gérer. Et il faut prendre la main des populations, maison par maison, leur expliquer la hauteur d'eau qui peut arriver chez eux, les préserver, leur permettre de comprendre ce qu'il faut mettre en place comme solution. Ça demande un temps incroyable, mais je crois qu'on peut y arriver. J'essaye de militer aujourd'hui pour le fait de dire que chaque Français devrait savoir si peut-être dans 4 semaines, son aquifère n'aura plus assez d'eau. Et à un moment donné, on va devoir tous essayer de contribuer parce qu'il y a un effet incroyable, c'est que quand il y a eu les 1300 communes qui se sont retrouvées l'année dernière en rupture d'alimentation en eau potable, on les a appelées 3 jours avant. Et le constat qu'on a fait, c'est une
consommation massive les 3 jours avant la rupture. Les gens avaient peur, les gens faisaient des stocks et en fin de compte, ils ont vidé plus rapidement les aquifères. Et pourtant, les solutions, elles sont là, elles sont partout. En fait, on peut agir dans chaque maison, on peut agir à l'échelle de sa parcelle. Et je terminerai peut-être sur une chose, pourquoi je pars, parce que j'ai un événement qui se déroule en ce moment même, qui va démarrer la scène musicale avec le peuple Kogi, un peuple avec lequel j'ai été vivre, qui vit dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, un peuple qui n'a pas changé depuis 3500 ans, c'est un peuple autochtone qui descend directement des Mayas. Et quand on a été sur leurs terres, des terres qui leur ont été spoliées et qu'une association française les aide à restituer ces terres. Et nous, on a été faire un diagnostic territorial de ces terres pour voir comment elles avaient été préservées. Et notamment, il y avait une terre qui était là, pas très loin d'une ville. En fait, c'est un lieu dans lequel ils peuvent se retrouver quand ils ont quelqu'un qui va à l'hôpital, qui est hospitalisé. Parce qu'avant, comme ce n'est pas des gens qui ont un système monétaire, ils attendaient des mois dans les rues sans avoir de quoi vivre, de quoi manger. On leur a restauré une terre qui avait été abîmée par des exploitations de café intenses là-bas en Colombie, de pâturage massif. Et en l'espace de 6 ans, ils en ont fait une forêt comestible. Partout où on va, on voit derrière rejaillir partout des mangues, des bananiers, derrière des avocatiers, partout. Et ils ont de quoi être totalement autonomes. Et en fait, quand on a été voir la rivière, à l'amont, on a tout le bassin versant qui exploite encore massivement le fameux café colombien qu'on boit tous les jours en se donnant bonne conscience. Et bien derrière, effectivement, on avait une rivière marron avec des bulles derrière tellement abîmées, il n'y avait plus une seule source de vie. Et quand on est remonté, on a trouvé des sources qui rejaillissent depuis qu'ils abîment plus ces terres, depuis qu'ils en prennent soin. Et des gens sont arrivés, leur ont dit, mais vous savez, derrière, il y a une solution très simple pour que vous ayez de l'eau dans votre village. On va faire un forage, on va aller prélever cette eau et vous l'aurez. Et il y a ce qu'on appelle les mamous là-bas, ce sont des chamans qui parlent à la terre et qui ont dit non, non. On ne touche pas derrière l'eau souterraine, on la récupérera là où elle sort. Et ils préfèrent en fait descendre et marcher une demi-heure pour aller récupérer le peu d'eau dont ils ont besoin pour la préserver. Et en fait, ils nous montrent un chemin. Ils nous montrent le chemin du respect. Ces Kogi-là sont en délégation en ce moment, venus en France faire ce diagnostic croisé. Ils viennent de parcourir l'intégralité du Rhône pour analyser nos terres, pour voir comment on les a abîmées, comment nous, on a étouffé notre terre. Et je crois qu'il est temps, et c'est ce que je vais faire d'ici une demi-heure, de créer un langage, un pont commun entre ces peuples ancestraux et les scientifiques qui, comme moi, en réalité, eh bien, on a des connaissances, bien sûr, mais en réalité, tout se relie. Et on recherche juste la même chose, c'est-à-dire qu'on recherche à lever la face, à lever le voile derrière ce qui se cache derrière, que ce soit avec une approche scientifique ou ce soit avec une approche vernaculaire. À un moment donné, on a cette recherche de vérité et je crois que c'est le chemin qu'on doit tous emprunter. Merci beaucoup. Merci infiniment, Emma. Je te laisse te sauver parce que tu es attendue. Merci pour ta présence aujourd'hui. Et ce que tu dis résonne complètement avec le collectif que tu évoquais. Merci infiniment. Avec le collectif que tu évoquais, Blick. On va poursuivre avec vous deux, avec Blick et Marie-Laure. Encore merci infiniment, Emma. J'aimerais qu'on aborde un sujet. Alors, on l'a vu avec toi, Marie-Laure, en introduction de cette séquence. Pardon. Il existe aujourd'hui donc des structures et des institutions pour élaborer, essayer de réglementer cette gestion de l'eau. Mais on se rend compte que le nombre d'acteurs et aussi de structures consultatives et décisionnelles rend parfois tout cela complexe. Aujourd'hui, quand on évoque ce sujet de l'eau, avec notamment une vision à long terme, il y a le sujet de la gouvernance de l'eau et de la démocratie de l'eau. Comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on peut mettre en place une démocratie, une gouvernance de l'eau j'ai envie de dire à double échelle, à un échelon mondial, mais à un échelon également plus local et territorial. Alors, en France, le mot-clé sera participation, bien sûr. Mais il y a quelques exemples intéressants qui me viennent à l'esprit. Alors en France, il y a une école de l'eau française d'ailleurs qui a été créée dans les années 60 avec notre façon de gérer l'eau par bassin, avec des comités de bassin où il y a l'ensemble des usagers qui négocient
ce qu'on appelle la façon dont on va utiliser les ressources renouvelables de tel ou tel fleuve. Et ça, c'est vraiment le concept est bon. Ça ne veut pas dire que c'est toujours hyper efficace et que ça se passe bien non plus. Ça se passe pas bien. Je peux vous dire que ça se passe pas toujours bien entre ceux qui font des barrages, par exemple en France, et ceux qui font des centrales nucléaires. Ça, c'est pour ne citer que, pour citer des gens un petit peu différents de ceux dont on entend parler en ce moment. Donc, je pense que ça, pour ne parler que de la France, ça va être des choses qui doivent être renforcées. Mais en tout cas, on en a déjà eu l'intuition. Et en France, les grands fleuves, les grands bassins sont traités par les agences de l'eau, qui sont vraiment des organismes très participatifs aussi. Et j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit aussi, c'est le bassin du Nord, le bassin Artois-Picardie. Et bien, par exemple, ils ont créé un nouveau statut pour les jeunes. Alors, ce sont des jeunes. Alors, il y a un jeune qui représente les futures générations. C'est pas un truc bisounours qui cueille les petits oiseaux. Non, non, c'est une vraie inclusion et avec un dialogue nouveau. Alors, il n'a pas encore tout à fait le même poids que les autres, mais il faut encourager ce genre de participation, ce genre d'inclusivité, pour donner de plus en plus de poids à toutes ces voix, justement. C'est très important. Et avant que tu me poses cette question, il y avait, dans la foulée de ce qu'a dit Emma, quelque chose que je voulais partager avec vous, parce que récemment, j'ai eu des échanges très intéressants avec les assureurs et les réassureurs. Et là, on parle du dur. C'est-à-dire, parce que Blick, tu parlais de... Je disais, comment est-ce qu'on peut toucher, atteindre, sensibiliser, travailler avec les gens. Et là, en fait, ça va venir à nous un peu de partout. Hein. Donc, les gens vont être très sensibilisés, notamment par leur portefeuille, parce que Emma a parlé du coût de l'eau. Pour rappel, quand on parle du coût de l'eau, on parle du service de l'eau, hein, quand même, c'est important, mais c'est vrai que c'est le cas en France. On a parlé de privatisation, c'est vrai qu'il y a aussi des pays dans lesquels on commence à spéculer sur la ressource. Là, c'est encore vraiment autre chose. En France, c'est pas permis. Mais, et donc, un échange très intéressant avec la Caisse nationale de réassurance, qui est les réassureurs, donc c'est les assureurs des assurances. Bon, donc c'est eux qui vraiment payent en dernier recours. Et là, la personne avec qui j'ai parlé m'expliquait que tous les assureurs en France, et vous avez peut-être déjà entendu parler de la Californie qui n'est plus assurable. C'est quand même, voilà, là on est en train d'arriver dans des situations où tout notre petit maillage économique, le risque, l'assurance, etc., il est vraiment mis à mal. Et donc, la personne de la CNR me disait que les assureurs en France vont devoir doubler la prime d'assurance donc pour les catastrophes naturelles, pour les impacts de catastrophes naturelles, donc que ce soit sécheresse ou bien inondation, etc. Donc voilà, donc là ils vont doubler. Bon, ça veut dire, je crois que ça va passer de, je ne sais plus si c'est de 6 à 12, enfin, je ne me souviens plus des chiffres exactement, et que dans cette configuration-là, ils pensent que l'habitat français restera assurable jusqu'à 2050. Après, ils ne savent pas. Il y a un autre enjeu sur la réassurance, c'est le potentiel désengagement aussi de certaines zones géographiques aujourd'hui en France. Donc ça veut dire qu'il y a des zones aujourd'hui en France qui potentiellement demain, ces acteurs-là ne voudront plus assurer. Sur l'échelon mondial, est-ce qu'on peut imaginer un jour, de manière réaliste, une gouvernance et une démocratie de l'eau? Et si oui, sous quel contour? Là, vraiment, on rêve. Rêvons. Mais c'est vrai qu'il faut sûrement rêver, quoi. En tout cas, est-ce que c'est le bon échelon? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la Bretagne. La Bretagne, par exemple, a mis en place un comité
pour l'eau, qui réunit toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui aujourd'hui sont concernés par l'eau, donc aussi bien des acteurs comme Veolia, des collectivités, les agriculteurs, dans une logique de coopération, de collectif. On y revient, hein, Blick, par rapport à ce que tu disais. Donc, est-ce que l'échelon mondial est le bon échelon, ou est-ce que demain, le meilleur échelon, quelque part, de décision, la meilleure instance serait plutôt au niveau local et territorial? Moi, je pense que beaucoup des solutions vont venir du local et du territorial et vont venir des populations qui vont vraiment vouloir le changement parce qu'il coûte trop cher en tout, à tous les niveaux. Donc, je pense que l'impulsion, elle va vraiment venir de là et que du coup, c'est plutôt la gouvernance locale et territoriale qui va se renforcer et donc, par ricochet, remonter vers les niveaux supérieurs. Je pense que ça va se passer comme ça. Il y a des choses qui vont devoir changer au niveau international. Donc, on parlait tout à l'heure de la gouvernance de l'eau à l'ONU, ce qui sont un peu stratosphériques. Mais il y a des choses qui vont devoir changer parce que, pour revenir sur ce que j'expliquais quand je parlais du soja, donc, il y a un concept dans le domaine de l'eau qui s'appelle l'eau virtuelle. Et c'est l'eau qui est nécessaire à la production de quelque chose. Bon, donc voilà, donc le soja, le bœuf, etc., etc. En fait, on a tous un impact sur ce qui est fait localement pour élever voilà, les vaches qu'on va importer, le coton, tout ça. Et pour l'instant, c'est une eau qui est cette empreinte écologique, cette empreinte sur l'eau, elle n'est pas encore prise en compte dans notre système. Dans voilà, le système économique international. Mais je pense qu'on va devoir aller vers ça parce que donc il va y avoir un peu plus, à mon avis, mais on ne parle pas tout de suite parce qu'il y a trop de résistance. Mais il va y avoir de plus en plus de contraintes et de tarifs et de réglementations parce que l'impact va devenir trop fort partout. Mais je pense que la façon, que pour que ça se fasse le moins douloureusement possible, il faut vraiment que ça vienne des populations locales. Oui, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on arrive réellement à faire comprendre aux gens. On parle de nos vies, quoi. C'est-à-dire, parfois on a l'impression que en parlant de ces institutions, on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Il faudrait que les populations, on arrive à faire comprendre aux populations que toutes ces problématiques, si on parle de leur quotidien, on parle de la vie de leurs enfants, de leurs arrière-petits-enfants, parce que la nature a pensé de manière intelligente à tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, même les solutions qu'on essaye d'inventer, la nature a pensé à tout. Comment est-ce qu'on amène nos enfants, comment est-ce qu'on éduque nos populations à habiter autrement les espaces? Et habiter autrement les espaces, ça veut dire être déjà au courant de tous les différents vivants qu'il y a dans un espace donné. Et à partir du moment où on est au courant, on sait et on est conscient qu'en jetant une bouteille plastique, on vient tout simplement arrêter la transformation ou la vie naturelle d'un écosystème qui a été pensé de manière intelligente par la nature. Et à partir du moment où les gens commencent à être conscients de l'importance de vivre de manière intelligente avec leur écosystème, en fait, on n'aura même pas besoin de les sensibiliser, puisqu'ils sauront qu'ils ont intérêt à ce que tous les vivants de leur écosystème puissent tout simplement participer à la vie humaine et que là où nous sommes assis aujourd'hui, il y a des milliards de microbes et de bactéries qui sont invisibles à l'œil nu et qui participent à notre existence, à notre présence ici. Comment on le fait savoir à nos enfants, à nos petits-enfants et faire comprendre qu'il faudrait à un moment donné qu'on habite autrement nos espaces et qu'on n'ait pas l'impression qu'habiter autrement nos espaces dépendent d'une institution où où il y a des lobbies, où il y a des intérêts qui sont des intérêts autres que la vie des populations. Et je pense qu'à partir du moment où les gens sont au courant de l'importance d'habiter différemment leur espace et de faire en sorte de garantir une sécurité à leurs enfants, à leurs petits-enfants, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont s'organiser et cette pression viendra du local, des territoires et c'est tout ça qui fera qu'en haut, que ceux qui dirigent, entre guillemets, comprennent que les gens ne veulent pas se laisser faire parce qu'il s'agit de leur quotidien et de leur vie. Oui, non, et il y a... même si ça ne va pas encore assez vite, mais il y a des réseaux de villes et de régions qui prennent des engagements
avec les maires, MAI-RES, vraiment qui prennent des engagements, qui lancent des politiques publiques de long terme pour leur ville et leur territoire, etc. Donc on va déjà dans ce sens-là, mais c'est sûr que la déconcentration du pouvoir et vers des différentes échelles de gouvernance est hyper importante. Et ça va venir de là, quoi. Et je rebondis sur ce que tu disais, Blick, par rapport à l'éducation. On n'a jamais autant parlé de changer les narratifs, de changer la manière dont on adresse les messages. On n'a jamais autant parlé de nouveaux imaginaires. Et on n'a jamais autant interpellé les artistes aussi pour elles et ils puissent prendre leurs responsabilités et utiliser quelque part leur influence pour embarquer, on va dire, le public de manière large sur ces enjeux, sur l'enjeu de l'eau par exemple. Toi, à ton niveau, quel rôle tu estimes avoir, quelle responsabilité tu estimes avoir et comment est-ce que par les mots et la musique, tu souhaites passer ces messages-là? Mais je pense que la poésie est essentielle dans la vie de chacun de nous et qu'en tant que créateur, nous avons la possibilité d'être en contact au quotidien avec la poésie. Comment est-ce qu'on l'utilise pour aller parler aux gens, pour aller parler de nous-mêmes? Parce qu'en parlant de ces thématiques, on ne parle pas que pour les autres, même de manière égoïste, il s'agit de nous également. Puisque, comme je l'ai dit au départ, nous sommes liés par la chaîne du vivant. En tant que contributeur, quelle est notre part? Comment est-ce qu'on contribue à faire briller la chaîne entière? Et je pense que la chance que nous avons, nous, en tant qu'artistes, d'avoir une tribune, d'avoir la possibilité de pouvoir rentrer dans des cœurs, à travers des émotions, à travers des vibrations, il est essentiel aujourd'hui que les artistes, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce collectif, c'est d'aller sensibiliser un maximum de créateurs et de faire la rencontre entre ces créateurs, ces détenteurs de savoirs traditionnels, ancestraux et les scientifiques, pour qu'ensemble, on réimagine un narratif, puisque c'est le récit qui fait, c'est le récit qui défait. Comment on crée un récit qui permet de sensibiliser ces nouvelles générations aujourd'hui pour tout simplement faire comprendre à chacun de nous de jouer son rôle de contributeur, puisqu'il ne s'agit même pas de juste aller parler aux gens sensés. Il s'agit de dire aux gens d'améliorer les conditions de vie de chacun de nous et d'arrêter de penser que l'écologie, c'est un parti politique et quand on parle des questions vertes d'environnement, de biodiversité, qu'on sorte un peu, qu'on remette d'autres sens dans des mots qui ont été confisqués par de la politique et de dire aux gens qu'en fait, lorsqu'on parle de ça, on ne parle pas je ne parle pas de moi, je parle de nous. Je parle puisque nous habitons tous cette pierre-là, que je viens du Cameroun ou que quelqu'un soit au Congo ou une personne en Chine, etc. On est sur la même pierre. Comment finalement on va faire en sorte que nous puissions avoir une vie équilibrée, puisque la nature vraiment est incroyable. Il suffit de regarder nos corps et l'humain parle de high-tech. Y a-t-il plus high-tech que le corps humain? Ça n'existe pas. Donc toutes les solutions ont été pensées, toutes les solutions sont à notre portée. Comment aujourd'hui on travaille à ramener nous-mêmes et à nos enfants, nos frères, nos amis, nos parents, à regarder tout simplement cette beauté, cette intelligence que la nature a mis à notre disposition sans rien attendre à retour. Comment est-ce qu'on rentre dans ce monde pour kiffer puisque c'est ce qu'elle a voulu? Merci beaucoup, Blick. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre 2-3 questions de la salle et également sur le live stream s'il y en a. Et on finira avec une deuxième chanson. Et merci encore, Blick, pour cela. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des micros qui circulent, donc n'hésitez pas à lever la main. Et hop, on a 2 questions ici. Merci, mesdames. Bonjour, je voulais revenir sur tout cet aspect où vous parlez des citoyens et de l'action citoyenne. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, de mon point de vue, que on parle de tout ce qu'on peut faire en tant que citoyen, et pourtant, on voit ce qui s'est passé avec les méga-bassines ou avec Thomas Braille en ce moment, avec plein de choses qui sont revendiquées, et où on a l'impression qu'on est plus des hors-la-loi à vouloir protéger notre planète qu'autre chose. Et je trouve, par rapport à votre discours, c'est un peu en contradiction, donc je sais pas. La question est pour qui, pardon? Pour vous tous.
plutôt pour moi, je pense, même si oui. Pardon. Alors, normalement, je suis plutôt sur les enjeux internationaux, mais il y a, au niveau des agences, il y a certaines bassines, par exemple celle de la Loire-Bretagne, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, il y a certaines bassines avec certaines conditions qui ont été validées. La majorité n'a pas été validée. Et après, il y a des décisions qui ont été d'ailleurs invalidées par la justice. Ça a été suite à une action d'association. Donc quand même, c'est un système... d'un point de vue gouvernance, c'est pas trop mal, hein, quand même. Et il y a des choses, il y a beaucoup de choses à faire pour aller beaucoup plus loin. Je suis pas spécialiste vraiment de la France, mais c'est sûr qu'il y a des contrôles notamment qui sont pour l'instant pas vraiment faits. L'utilisation de l'eau par l'agriculture, par exemple. C'est sûr que bon, si on va vers une situation où on va devoir contrôler pour pouvoir vraiment être au fait pour utiliser beaucoup mieux l'eau, il va falloir aller vers ça aussi, et il va falloir s'en donner les moyens, etc. Et peut-être ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle des méga-bassines, c'est important de dissocier les méga-bassines et les retenues collinaires. Tu parlais de la Bretagne. Pour connaître un peu le sujet, la Bretagne, aujourd'hui, les retenues collinaires ne sont autorisées que pour, si on parle de l'agriculture, que pour une certaine forme d'agriculture. Tout ce qui est agriculture intensive n'ont pas accès justement, et enfin les retenues collinaires sont interdites. Donc, et si on parle de Sainte-Soline, le territoire des Deux-Sèvres n'est pas du tout à une spécificité particulière sur le sujet des méga-bassines par rapport à d'autres régions. Donc voilà, c'était important pour moi de faire cette distinction. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense vraiment qu'il faut qu'on aille vers plus de... vous voyez, par exemple, les associations qui se sont battues contre ces bassines-là, elles ont été très virulentes. Et je pense qu'on a besoin de quelque chose d'autre, de quelque chose qui englobe d'autres expressions, d'autres voies politiques pour pouvoir avoir un débat plus équilibré au niveau local, territorial et national. Parce que certains vont décrier ces associations-là, ces gens-là, les traités d'éco-terroristes, etc. etc. Et en fait, il y a plein de gens qui sont pour ou qui sont contre ces bassines pour des plus ou moins bonnes raisons. Mais donc, il y a quelque chose, il y a une démocratie de l'eau, effectivement, au niveau local, au niveau territorial, qui peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. En tout cas, en France, il y a quand même... des modes de gouvernance sur les bassins, dans les agences. Je peux vous dire qu'adopter un plan d'utilisation de l'eau des bassins, c'est un travail, c'est fait, je crois, tous les 6-7 ans au niveau des bassins. C'est des consultations extrêmement en profondeur avec les maires, avec l'ensemble des acteurs qui sont dans ces bassins, etc. Donc on a quand même... une façon de procéder en France qui peut être décuplée. Je pense que l'impact et la légitimité de la façon dont ces plans sont adoptés peuvent être décuplés s'il y a encore plus de participation. Et donc, il y en a pour qui ce n'est pas du tout l'intérêt d'accueillir plus de participation, qui ne vont pas du tout l'encourager. Et voilà, c'est vraiment... je pense qu'il y a un énorme levier de ce côté-là pour aller plus loin. Alors, il y avait une question juste devant, et après, j'ai vu que tu avais le micro, et on te donnera la parole. C'est pas vraiment une question, c'est un remerciement pour toute la variété de ce que vous avez présenté sur l'eau, et en particulier d'avoir invité Blick pour commencer par l'art, la poésie, la musique. Parce que je pense que l'art est essentiel pour faire bouger les cœurs, pour faire bouger nos intuitions, pour la créativité. L'eau est un élément essentiel à la vie, mais chaque jour, si nous ne continuons pas de créer, d'inventer, la vie ne va pas pouvoir se renouveler. Donc moi, je vous fais une proposition, je fais de la peinture, j'ai fait une exposition sur l'eau. Donc à tous ceux qui veulent,
je propose mes peintures pour participer à ce mouvement sur l'eau, sur la créativité. Donc je suis prête à vous donner mes coordonnées pour participer à ce mouvement de créativité. Merci à vous Pour tous. celles et ceux qui nous suivent via le live stream, est-ce que je peux vous demander votre prénom, nom et où est-ce qu'on peut potentiellement sur les réseaux ou j'en sais rien vous contacter pour que l'info passe de manière plus large? Donc, je m'appelle Marie-Noëlle Lasserre, j'habite Bois-Colombes et je peux vous donner mes coordonnées, je peux vous envoyer sur... Donc celles et ceux qui sont intéressés via le live stream, on pourra vous envoyer les coordonnées de Marie-Laure. Merci beaucoup et on a une autre question juste là-haut. Oui, c'est toi. Bonjour à tous, Marie-Laure Blick, merci pour cette belle table ronde. J'ai une petite question concernant, pour vous Marie-Laure, concernant les assemblées citoyennes de l'eau. Quand on parle de gouvernance, je pense qu'il est important aussi de parler de personnalité juridique. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour généraliser ces assemblées citoyennes de l'eau qui sont très territoriales encore, je pense notamment à la Loire. Mais il y a énormément de problèmes partout, on a bien compris ça. Et je voudrais donc participer à mon échelle pour l'eau en tant que telle, et pas juste pour un fleuve, mais vraiment à l'échelle large. Parce que quand je reprends vos mots du début, qui est une coopération qui va être obligatoire, sinon c'est soit on la planifie, du coup, soit elle va être subie. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on prend le chemin de subir cette coopération, qu'on va pas forcément... Il va y avoir des guerres, quoi, tout simplement, si on n'arrive pas à coopérer, si on n'arrive pas à planifier ça. Donc je voudrais vraiment participer activement. Après, je pense qu'aujourd'hui, tu as différentes possibilités de participer. La première, en tant que citoyen, relayer certaines campagnes avec les associations, les ONG pardon, qui touchent au cycle de l'eau et à la raréfaction de l'eau. Au niveau de ta commune, je ne sais pas si tu es en entreprise, mais au niveau de ton entreprise, de ton école ou autre, tu peux créer des collectifs comme Blick. À intégrer des associations, des ONG. Je pense qu'aujourd'hui, les leviers d'action, ils sont multiples. Et à toi de choisir celui qui te parle le plus et là où tu as envie personnellement de t'engager. Moi, je suis déjà dans une association, du coup, on fait du plaidoyer, on va voir les élus. Et donc, j'ai envie de continuer à faire ça. Et encore une fois, c'est vraiment, je désolidarise le territorial, qui est déjà bien pris et qui fait des choses, et de le généraliser sur l'eau mondiale, et donc du coup aller sur une gouvernance mondiale de l'eau. Et moi, ça me fait un peu peur quand vous me dites que c'est pas possible. Donc je voulais savoir... Quand je dis que c'est pas possible, j'ai pas dit que c'était pas possible, hein. J'ai dit que c'était pas demain. Oui. C'est plutôt ça, parce que c'est vrai que quand là, j'étais aux Nations Unies cet été. À chaque fois qu'on y va, on se rend compte de l'inertie et de la lenteur des processus, etc. Et ça ne m'empêche pas d'être très en faveur de tout ça et de dire on n'a que ça. Hein. C'est un peu la phrase de Churchill sur la démocratie. Hein. Ce n'est pas idéal, mais pour l'instant, on n'a que ça. Donc, c'est pas ça que c'est impossible. Mais il faut bien réaliser aussi, on voit bien en ce moment les Jeux internationaux, qu'on est en France, en Europe et dans certains autres pays. On est dans des endroits où il y a une gouvernance qui est plutôt pas mal, où on peut faire des choses. Et je pense vraiment qu'en France... Honnêtement, quand on revient de ces négociations, quand on revient des COP, je serai aussi à la COP sur le climat début décembre, parce que dans les COP sur le climat, qu'est-ce qu'on fait avec d'autres partenaires, des associations, mais aussi certains pays ou toute une multitude d'acteurs, c'est de pousser pour l'adaptation au changement climatique. Alors que pour l'instant, au COP, on est encore beaucoup sur l'atténuation. Et quand on parle d'adaptation, là, on est tout de suite sur les sujets d'eau, bien sûr. Et pour l'instant, on n'en parle pas encore. Mais donc pour nous, c'est un levier important, on y va. Il y a beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses en France, on peut aller beaucoup plus loin. Et je pense que tous les politiques le savent, qu'on peut aller, que les citoyens ont un pouvoir vraiment, vraiment important en France. Quand on va dans d'autres pays dans le monde, c'est
tellement frappant, c'est tellement désolant de voir à quel point la voix des citoyens n'est pas entendue, n'est pas sollicitée, ne vaut rien. Donc, moi, j'ai un regard qui est très international, dans le sens que je suis très, très imprégnée de tout ce que j'ai pu voir, hein, du fin fond du Tchad, au fin fond des régions improbables de la Chine, etc. Et on comprend mieux ce qui se passe au niveau international quand on connaît la réalité de ces autres pays. Et en France, franchement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et ouais, je ne sais pas tellement quoi dire d'autre, mais il y a beaucoup de leviers qui sont pas sollicités et qui peuvent l'être et qui peuvent aller très loin. Ça fait peur aux politiques. Ça fait peur à beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs. La voix de la société civile n'est pas encore toujours organisée. Effectivement, une assemblée sur l'eau, ça peut être l'occasion d'aller... citoyenne sur l'eau, ça peut être l'occasion d'aller beaucoup plus loin. L'organisation de la société civile, c'est toujours un enjeu. Voilà, beaucoup de prix Nobel qui sont allés en prison à cause de ça. Pardon. Non, merci beaucoup. On finira là-dessus parce qu'on a une séquence juste après dans cette salle et je veux absolument qu'on se laisse le temps de ta deuxième chanson Blic et je vous invite à rester pour écouter ce nouveau moment de poésie. Juste avant de te laisser le micro, Blic, je voulais rappeler, et c'est très important, je le fais à chaque fois, mais c'est crucial, que vous avez la possibilité de soutenir le Festival Atmosphère. On a parlé justement d'éducation, de ramener cette information auprès du grand public. Le Festival Atmosphère est un lieu qui sensibilise, qui éduque, qui conscientise, qui offre ce genre de moments de poésie depuis plus de 13 ans. Mais que pour que ce festival soit pérenne, on a besoin de vous. Donc vous avez un QR code qui va s'afficher à l'écran. Je vous demanderai juste en régie, s'il vous plaît, de l'afficher. Et il y a une urne également à l'entrée. Vous pouvez aller sur le site du Festival Atmosphère. Il n'y a pas de petits dons. Chaque don compte. On compte sur vous pour permettre à ce merveilleux événement, au Festival Atmosphère, de perdurer. Et je vous en remercie par avance. Et on finit avec toi, Blic. Merci infiniment. Oh, yeah.